Bonjour à tous. Le propos de la causerie d'aujourd'hui, c'est de vous entretenir sur cette notion d'identité nationale qui a ressurgi dans un contexte marqué par la dissolution de l'Assemblée nationale, suivi d'organisation d'élections législatives anticipées avec une forte poussée du Rassemblement national dont on connaît l'obsession autour de questions comme l'immigration et la question des étrangers. Alors ce thème n'est pas ancien, n'est pas nouveau, pardon. N'est pas nouveau puisqu'en 2009, on se souvient qu'en 2009, donc le gouvernement de Sarkozy, par la voix d'Éric Besson, qui était à l'époque ministre en charge des questions d'identité nationale, eh bien, avait lancé un débat sur la question de l'identité nationale. C'était une circulaire qui était en date du 2 novembre 2009. Et la question est de savoir ce que c'est que d'être français et quels sont les principaux caractères de l'identité nationale. Il faut dire que ce thème de l'identité nationale a été organisé de manière assez démagogique et d'ailleurs il a fini de manière très vite, hein, il s'est éteint et il est mort de sa belle mort assez vite. La question qu'il a soulevée mérite néanmoins d'être creusée pour distinguer un peu les faits et les mythes. Et plus vite on retoquera les mythes et mieux on s'en tiendra à des faits solides et solidement ancrés dans l'histoire. Alors, quels sont les caractères qui peuvent effectivement déterminer ou définir ou préciser une identité française? Alors, on a beaucoup écrit là-dessus. Ce qui ressort d'un certain nombre de réflexions de personnes plus ou moins spécialistes, plus ou moins expertes de ces questions, de journalistes, de chroniqueurs, d'essayistes, etc. Ce qui ressort, c'est qu'on peut avancer un certain nombre de caractères. Par exemple, la langue. On serait français parce qu'on s'exprime en français. Certains qui ont la fibre républicaine plus développée que les autres agiteront la notion de laïcité. Donc être français, c'est non seulement s'exprimer en français, mais croire en l'idéologie républicaine et donc être laïque. Autre élément peut-être qui pourrait caractériser l'identité française, ce serait la mémoire, c'est-à-dire un stock de souvenirs communs comme la participation commune à des guerres, à des causes nationales, d'accord. Et dernier peut-être élément, c'est la notion d'égalité. On dit que les Français ont la passion de l'égalité. On va voir si ce thème-là peut suffire à caractériser donc l'identité française. Alors, d'abord la question de la langue. Alors, on serait français parce qu'on s'exprime en français. Alors, j'observe d'abord que dans l'histoire récente de la France, hein, si on remonte au XIXe siècle, on trouve que quelqu'un comme Ernest Renan, penseur et écrivain important, hein, qui a eu son importance, professeur au Collège de France, etc., qui a eu une énorme influence, bien, Renan, dans ses traités, dans ses essais,
refuse de définir l'identité française par la langue. Pourquoi est-ce qu'il refuse de définir l'identité française par la langue? Parce qu'à l'époque où il écrit, la France vient de subir une défaite magistrale de la part de la Prusse, hein, suite à des initiatives tout à fait hasardeuses de l'empereur Napoléon III, qui croyait que la déclaration de guerre à l'Allemagne et la guerre à l'Allemagne allait être une promenade. Eh bien, les Allemands définissent effectivement l'identité allemande par la langue. Et donc Renan, par réaction, refuse de définir l'identité française par la langue, et peut-être a-t-il quelques raisons de le faire. Alors, si on dit que sont français tous ceux qui s'expriment en français, bien, c'est très amusant parce que dans ce cas-là, les Africains francophones, les Maghrébins, les Belges, les Canadiens du Québec sont français, et d'autres encore sont français. Donc il faut se dépêcher peut-être, dans ce cas-là, de leur fournir des pièces d'identité françaises. Autre chose qui vient peut-être ébranler cette idée que on serait français par l'exercice de la langue française, c'est que pendant très longtemps, le français n'a pas été parlé par tous ceux qui résidaient sur le territoire reconnu sur le territoire de l'Hexagone. Pendant très longtemps, les Français se sont exprimés dans des langues maternelles qui n'étaient pas le français. Hein. Je crois que 50%, on peut dire que 50% des Français ne parlaient pas ou n'avaient pas comme langue maternelle le français, en tout cas ne parlaient pas le français. Alors, cette idée qu'on serait français par l'exercice de la langue française, c'est quelque chose qui est venu extrêmement tardivement grâce à des initiatives jacobines et à la massification de l'enseignement et à l'intensification de l'enseignement et de l'éducation nationale, etc. etc. D'accord? Donc, on ne peut pas dire que s'exprimer en français, pour les raisons que je viens d'indiquer, suffirait à définir l'essence du français. En ce qui concerne la laïcité, mais de quelle laïcité parle-t-on, encore une fois, hein? La laïcité, est-ce que c'est celle d'Aristide Briand ou c'est celle de Marine Le Pen? Donc entre les deux, il y a de très très grandes différences et on peut dire même des contradictions notoires. Je pense que, comme le disait un des experts de la laïcité a été falsifiée. Donc elle a été dénaturée, vidée de son contenu, pour en faire une laïcité d'exclusion, et non pas une laïcité qui inclut. Donc dans la mesure où la laïcité exclut 40% des Français qui ne sont pas des Français de souche, eh bien ça ne peut pas contribuer à définir l'essence ou l'identité de la France. Pour ce qui concerne la mémoire, oui, mais de quelle mémoire parle-t-on? Les mémoires sont divergentes, conflictuelles, contradictoires, opposées. Hein. La mémoire du musulman qui a participé à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale n'est pas la même que la mémoire du catholique, qui n'est pas la même que la mémoire du protestant. Donc là encore, il ne suffit pas d'avoir de la mémoire, puisque les mémoires sont conflictuelles, sont contradictoires et conflictuelles. Donc ça ne suffit pas. Que reste-t-il? Il reste l'égalité. Alors le principe d'égalité, alors là, c'est quand même extraordinaire, parce que les Français ont peut-être la passion de l'égalité, mais leurs conditions sociales sont très inégalitaires. D'accord? Et donc, on ne peut pas voir le monde de la même façon selon qu'on habite dans un palais ou dans une chaumière. Donc, on ne peut pas dire que ces 4 critères soient pertinents. D'autre part, un certain nombre d'analystes font intervenir cette idée des racines chrétiennes de la France. Donc la France aurait des racines chrétiennes. Alors,
Le mot racine, c'est un terme fort. Et cette formule a été lancée notamment pour mettre en exergue, pour mettre en avant le legs, l'héritage chrétien de la France, comme étant l'un des éléments significatifs de l'identité française. Par opposition à qui? À quoi? Par opposition aux musulmans et par opposition à l'islam. Les musulmans ne peuvent pas, évidemment, se prévaloir de l'héritage chrétien de la France. Donc ici, les musulmans sont exclus de cette francité, de cette identité de la France qui se réclame de racines chrétiennes. Examinons si le socle chrétien est assez solide, est une donnée fondamentale de l'identité française. Alors quand on parle de racines chrétiennes, ça implique d'abord un ancrage solide dans le passé, dans la généalogie des ancêtres et des aïeux, et c'est par un autre côté s'opposer à l'islam, aux musulmans qui évidemment ne peuvent pas faire leur la dogmatique et l'héritage chrétien. Alors ceux qui parlent ainsi, comme Sarkozy, comme Fillon, oublient un fait fondamental, c'est que la France est un des pays les plus sécularisés au monde. La déchristianisation est un processus extrêmement avancé. On a assisté depuis le début des années 60 à une accélération de la chute des pratiques, de la crise des vocations, notamment des prêtres, et à une chute des pratiques et des convictions religieuses. Les chrétiens, on peut le dire, sont redevenus une infime minorité. D'autre part, est-ce que les Français se reconnaissent dans le magistère de l'Église? Est-ce que les Français se reconnaissent dans le magistère de l'Église? Est-ce qu'ils font leur la morale de l'Église? Est-ce qu'ils croient encore opératoire les enseignements, les préceptes, les rites de l'Église? Là, l'Église a une doctrine de la politique sur la condition humaine, elle a des choses à dire sur la condition humaine, on connaît la doctrine de l'Église sur la condition humaine. Est-ce que les Français partagent cette doctrine? Est-ce que le célibat tente des Français? Est-ce qu'ils partagent la conception de l'Église de la condition humaine? Est-ce que les Français croient à l'infaillibilité papale? Est-ce qu'ils croient que l'interdiction du préservatif en pleine épidémie du sida était quelque chose de pertinent et d'intelligent et d'utile? Dans la globalité des cas, on peut dire que ce n'est pas le cas. Donc, cette idée d'une identité éternelle, de surcroît éternelle et qui n'aurait pas bougé, donc immuable, de la France, est une légende dorée. D'abord parce que l'identité, c'est un processus et non pas quelque chose de figé, et non pas une situation figée. Et donc on peut dire que effectivement l'identité d'un pays, d'une nation est beaucoup plus dynamique quand les métissages, les emprunts sont à l'œuvre et elle devient une racine morte. L'identité s'appuie sur des racines mortes. Quand on la fixe comme ça de manière arbitraire, quand on la fige dans le passé et dans des revendications qui ne sont plus guère que des slogans creux et sonores. Merci à vous. Bonsoir.